La Chine est un monde de landes et de climats variés. Le travail commence dès que le soleil se lève et le repos n'a lieu que lorsque le soleil se couche. Semer au printemps, moissonner en automne, désherber en été et stocker les provisions en hiver. Les saisons, elles, passent l'une après l'autre. Et c'est ce calendrier assez strict, bien qu'abstrait, qui gouverne les cycles éternels de tout ce qui est. Si l'on venait à comparer avec l'ère de l'agriculture, il faut bien dire que les hommes, aujourd'hui, s'éloignent de plus en plus de la nature. Et pourtant, il semble que soit ancrée dans l'ADN des Chinois la mission de suivre les pas des sages ancêtres et de bien planifier l'alimentation. Cela est bel et bien une histoire sur le temps, sur le secret de la mutuelle coexistence entre les Chinois et la nature. La large crête de Zhangang Kailing est recouverte d'environ 1 mètre de neige. Plus loin, dans la profonde Pessière, l'équipe d'exploitation forestière est en train de venir à bout de leur dernière mission avant que la montagne ne soit bloquée. Le chef d'équipe est Li Shugo, avec ses 25 ans d'expérience. Il faut scier cet arbre dans la direction de sa chute. Abalez! Le soleil frappe directement l'équateur. C'est l'équinoxe du printemps qui arrive. Et pourtant, le froid persiste encore ici. Le stock d'aliments emmagasinés pour l'hiver est devenu très pauvre. Queen Langzi, la femme de Li, décide alors de descendre dans la vallée pour enrichir ses réserves. Dans le nord, un bon plat doit obligatoirement contenir du poisson. Le ragoût de poisson peut s'accompagner de galettes de maïs. Lorsque l'arôme du poisson commence à flotter dans l'air, les galettes deviennent dorées et croustillantes. Dans une fraîche nuit de mars, il fait moins 15 degrés Celsius. C'est la température idéale pour préparer du tofu froid. Une température basse maintiendra l'écart entre les protéines et les molécules d'eau du tofu. L'eau glaciale, quant à elle, rend spongieuse la texture unie du tofu. C'est la nourriture préférée de Li Shugo. À 7 ou 8 km plus loin, se trouve une rivière qui ne gèle jamais. Les gens du coin l'appellent la rivière de l'eau vivante. C'est le meilleur endroit pour trouver des poissons pour le ragoût. Ajouter de l'eau chaude à des éléments desséchés fera revenir à l'instant même les anciennes couleurs et saveurs. Ce ne sont pas seulement des ingrédients secondaires pour le ragoût de poisson, mais sont surtout la source de vitamines la plus primordiale de l'hiver. Mon petit, tu es content? Tu es là? Je suis là. Mon père va bien, tout est bien. Une fois l'huile bien chauffée, le poisson se dore rapidement et prend forme. Ajoutez alors de l'eau de la rivière et laissez-le cuire lentement. Une demi-heure plus tard, le tofu se forme. Le tofu en forme de ruche d'abeille a complètement absorbé la sauce. Il est à présent plein et bien dodu. Ah, très bon, très bon. C'est vrai, Très fais bon. donc une pause. Dîne Bon avant. appétit. Santé, santé. Santé. Avec un plat de ragoût de poisson et de tofu en pot, l'interminable hiver tire à sa fin. « 2000 km vers le sud, c'est aussi la période de l'équinoxe du printemps. La guerre entre l'air chaud et l'air froid fait ravage.
Les tempêtes du printemps réveillent de la mort les terres de Tianmushan. Gao Baolang, si sensible à l'écoute de la nature, remarque le signal que lui lance celle-ci. Je dois me réveiller à 5 heures du matin durant un mois entier. Les orages du printemps font naître les pousses de bambou que je dois déterrer. Sinon, elles se développeront. La première fournée de pousses de bambou, après l'orage du printemps, est appelée pousses de la tempête par les gens du coin. Les pousses de bambou seront comestibles après 10 jours. Ils grandiront et se développeront en bambou dans 10 jours. Les pousses de la tempête ont une durée de vie relativement courte. Même la saveur diffère entre les récoltes de jour et les récoltes de nuit. Laisser les pousses mûrir pour la nuit a un résultat totalement différent. Gao Baoliang et sa femme travaillent sans relâche. Ils déterrent environ 750 kg lorsqu'ils sont le plus occupés. C'est prêt en bas! J'envoie les pousses! Dans les profondeurs de la montagne, la vie de chaque famille dépend des pousses de bambou. Couper leurs moignons, les peler, les écosser. Il faut terminer avant la On nuit. travaille les pousses de la tempête Elles sont fraîches, ces pousses de bambou. aussi rapidement que le permettent les bras d'une femme. Les pousses de la tempête sont croustillantes, tendres et rafraîchissantes. Elles sont délicieuses, qu'elles soient sautées, mijotées ou cuites. Le bambou est originaire de Chine. À Linan, 150 000 personnes vivent du bambou. Gao Baoliang et son épouse utilisent ce panier de roseaux récemment tissé et employé pour le tamisage du thé, pour le traitement d'un autre délice. Les pousses de bambou sont cuisinées avec des épices avant d'être coupées en bouts de l'épaisseur d'un doigt. La chaleur du feu de bois fait évaporer l'eau retenue à l'intérieur. C'est le plus fréquent des thés bu à Jiangnan. Et le gagne-pain, le plus important du couple. Un mois plus tard, la saison des pousses de bambou de la tempête tire à sa fin. Et pourtant, l'histoire de la délicieuse nourriture de ces montagnes ne fait que commencer. Sous le feuillage mort, une fine fissure apparaît sur le sol. La tête du bambou se prépare à surgir de la terre. Arrache-le par sa racine. Regardez, ouvrez grand les yeux. Lorsque nous en trouvons, nous le gardons pour nous-mêmes. Elle est vraiment très fraîche. Arrache-le par la racine. Ce genre de pousse de bambou Huang Nigong se développe depuis un point assez profond dans la terre. Lorsque nous en trouvons, nous le gardons pour nous. Celle-ci est magnifique, regardez. Elle est vraiment très fraîche. C'est la pousse rare du bambou Huang Nigong. Il n'y en aurait que 3 ou 4 sur toute la colline. Mais elle est meilleure, plus fraîche et plus croustillante que n'importe quelle autre espèce de bambou. Elle ressemblerait presque aux poires. Mais ce qui est vraiment curieux est la vitesse à laquelle le Huang Nigong dégénère après qu'il eut été cueilli. Le temps écoulé entre la cueillette et la préparation culinaire doit être compté à la minute.
Le bacon cuit avec des pousses de bambou Huang Nigong est une recette fréquente pour la famille Gao. Les pousses de bambou et le bacon créent un goût qui se contraste énormément sur la langue. Il faut juste cuisiner le plat sur grand feu durant 7 minutes. La forte saveur de la viande et le goût frais des pousses de bambou vont se mélanger tout en essayant l'un et l'autre de résister à cette union. Ce délice unique duquel sont témoins les agriculteurs des pousses de bambou est l'essence de la cuisine chinoise. Ce sont les gens les plus travailleurs qui méritent l'ultime délice. Hey! Ah! Hey! Shen Dunshu est un fermier de la ville de Shangbao. Oh! Il détecte le changement des saisons par une toute autre façon. L'almanach chinois, créé il y a environ 2000 ans, termine les 24 termes solaires qui guident les gens dans leurs activités agricoles, et ce, selon le changement du temps et des saisons. Tandis que le temps se réchauffe en mars, sont semés les grains de citrouille et de luffa, et commence l'attente de les voir germer. En avril, les cocons de papillons se forment sur les branches, qui sont collectés afin de construire des cates pour les ignames. En mai, les hirondelles construisent leur nid, les plants sont préparés et les terres de légumes attendent d'être rendues fertiles par les engrais. Les plantations de l'été sont terminées, le maïs a mûri et les citrouilles et le luffa sont prêts pour la moisson. En septembre et en octobre, les oignons sont plantés. Leur développement est attendu pour le printemps prochain. Les 4 saisons arrivent et passent, et les saisons des plantations et des moissons se déroulent en parfait accord avec eux. Les agriculteurs chinois profitent des expériences de leurs ancêtres. Ils en sont largement récompensés. On trouve 5 à 6 feuilles sur la tige du riz. C'est la saison des plantations, et on doit les diviser. On dit qu'il n'y a pas de guide à suivre pour planter une terre. Tu vois une rizière devant toi, tu sèmes un plant ici et un autre là. Son fils étant loin de Pékin, Beijing, le vieux Shen appelle sa fille à la rescousse. Elle est venue depuis les provinces pour l'aider. Shen Dunshu croit fermement que ses enfants ne doivent jamais oublier que la terre est le noyau de toutes les familles agricoles. Au printemps, tout jaillit et éclot. Les cultures ne sont pas encore mûres, mais la nature a déjà préparé un bon nombre de légumes sauvages. Sur la rive du lac Poyang, on peut trouver un peu partout du céleri sauvage et des herbes d'absinthe. Les galettes d'absinthe ne sont pas seulement délicieuses, mais elles procurent aussi le goût de la nature. Dans les montagnes du Nord, l'habitude de confectionner un pot de pousses de lys et de magnolia conservés est toujours présente. Quant au plat de grains d'orme cuisiné à la vapeur, c'est un premier délice que peu de générations ont connu. À Shangfangshan, une région de Yangshan, Han Denwen, levé, attend impatiemment. Une vague de froid du printemps amène l'acajou chinois qui aurait dû bourgeonner avec les pluies du printemps, mais qui sommeille jusqu'au début de l'été. Du jour au lendemain, un arôme magique commence à flotter. Je commence à travailler chaque jour avant l'aube et ça continue jusqu'à midi. Cela dure une semaine, voyez-vous. Les pousses d'acajou chinois ont besoin uniquement de 2 à 3 jours pour mûrir. Un jour de plus, ils auront trop mûri. Les légumes sauvages, aussi fins que des baguettes, se développent du côté abandonné de l'immense montagne. Les pousses d'acajou chinois libèrent une senteur unique et riche. Certains l'évitent comme la peste, mais pour ceux qui l'aiment, cette senteur est semblable à l'odeur du printemps.
La Chine est le seul pays au monde qui ait fait des pousses d'acajou chinois un délice culinaire. Le mets peut être recouvert d'une pâte d'œuf. Du poisson peut aussi bien être cuisiné avec de l'acajou chinois. Ou encore, l'acajou chinois peut être haché et mélangé avec des œufs. Il peut aussi être mélangé à du tofu et servi froid. Ce sont tous des mets printaniers uniques. Seulement 2 moignons d'acajou chinois en une semaine. Les feuilles brillent toujours, mais ne sont plus comestibles. Pour la vieille Anne, le printemps est fini. À Shangbao, de nouvelles racines ont poussé des plants. Shen Dunshu se languit des pluies du printemps. La famille Shen décide de préparer des délices pour exprimer leurs vœux les plus sincères. Du riz de l'année précédente et des poireaux sont moulus dans une pâte de riz verte. Du gardénia séché est trempé dans de l'eau pour donner une coloration jaune pâle. La 3e couche est la couleur blanche du riz. Et enfin, éclate un rouge festif. Couche après couche, le plat est cuisiné 9 fois de suite. Un gâteau à 9 couches résulte de toute cette préparation. Au printemps, les plants sont d'un vert éclatant. En automne, les rizières sont dorées. Battez le riz blanc et jouissez de bonnes festivités avec le rouge. Pour tous les riziculteurs du monde, ceci est très probablement un souhait fréquent. Et il y va de même pour les couleurs qui viennent avec. Le vent et la pluie se dirigent vers le nord. Le temps qu'ils atteignent la région médiane ou en aval de la rivière Yangtze, l'été sera déjà là, en son début. Dans les eaux limpides du lac Qiandao, l'émergence d'un nouveau délice fait son début. Il y a un mois, la pollinisation des pins a débuté. Le pollen sec est transporté par le vent depuis les conifères mâles jusqu'à l'eau, pour nourrir ainsi les meilleurs poissons d'eau douce de la Chine. Et pourtant, ce n'est pas encore la meilleure saison pour manger du poisson. Les pêcheurs ont un autre but en tête. Le terme saison en chinois signifie qu'il y a un temps et un endroit adéquat pour toute chose. L'air se réchauffant, les escargots de la rivière se déplacent vers des eaux moins profondes. Ces mollusques gastéropodes ont depuis toujours constitué une succulente nourriture pour les habitants des villages près de l'eau. Les habitants de Jiangnan sont experts dans l'art de déguster des escargots de rivière. Une légère aspiration entre les lèvres et les dents et la chair de l'animal a tôt fait de glisser dans la bouche. Vous pourriez toujours utiliser des cure-dents si vous rencontreriez des difficultés à en manger. Goûte ça. Les escargots ont un goût essentiellement fade. Ils sont dévorés pour leur texture assez ferme et pour le plaisir que procure le fait de les aspirer. Mais les meilleurs escargots de rivière sont cachés dans les recoins profonds des montagnes. Kaiwa est situé près de la source de la rivière Qiantang. Les champs de bataille avantageux de Yuyunshan sont les profondes vallées et les rivières paisibles.
Dans un masque étanche fait maison, le monde aquatique devient aussi clair que le jour. Depuis qu'il est devenu chasseur d'escargots de rivière, le vieux Yu est renommé pour être ici celui qui devine le mieux le changement des saisons. Les escargots de rivière d'eau douce capturés à Yuyunshan sont frais, d'un goût plutôt amer, mais d'une texture assez lisse et humide. Sa femme part au marché tous les jours afin de vendre des escargots. Les burgos sont des mollusques sombres et fins qui grandissent dans des eaux d'une extrême propreté. C'est pour cela qu'ils sont d'une excellente qualité et sont vendus à un coût assez considérable. Une poignée de périlla violet est le parfait accompagnateur d'un plat de burgos. Il fait en effet disparaître les odeurs et accentue la fraîcheur. D'habitude, lorsqu'il part chasser des escargots, il rentre vers 3 ou 4 heures du matin. Si je reçois de lui un appel la nuit, je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Je prépare ce plat à chaque fois que ma fille est à la maison. Il faut ajouter tous les ingrédients dans la marmite. À cause de la différence entre les heures de travail, le déjeuner est le seul moment où la famille se Salut réunit. papa, Ça va, ma fille? tu vas aimer ces escargots. C'est bon. Vraiment délicieux, tu sais, c'est vraiment bon. Mon plat préféré. Moi, les escargots, je raffole. Pour sa fille, Yuyunshan dort pratiquement durant l'été. Ce qu'elle ne sait pas est que les burgos sont aussi des animaux nocturnes. Yuyunshan doit gagner du temps tant que la température de l'eau est basse. C'est la meilleure saison pour la pêche. Et ce travail périlleux dure tout l'été. La lumière du soleil et la température engendrent des délices et font de ce monde un lieu plein de couleurs. Tandis que la neige fond, la nature se réveille et un nouveau cycle de vie entre en jeu. La photosynthèse provoque le développement et la maturité des plantes vertes. La différence de température nourrit des cultures variées. Sous le soleil, les fruits se remplissent de sucre. Pour pouvoir être bien conservés, les aliments sont déshydratés. Lanniu est une île volcanique de 45 km². C'est le lieu où ont vécu des générations de la tribu Tao. Chaque année, de mars à juin, se déroule la saison des poissons volants. Juste au bon moment, va se déclencher dans la mer un mouvement collectif des mâles. Afin d'échapper à ses prédateurs, le poisson volant a développé des capacités uniques. Le battement rapide de sa queue lui permet, par une forte propulsion, de jaillir hors de l'eau et de glisser à la surface. Il faut une grande force dans l'eau pour pouvoir remonter le filet. Il faut s'appuyer sur une stratégie particulière et comprendre le milieu pour coopérer tacitement avec lui. Et cela afin d'obtenir une prise importante. Et pourtant, aux yeux du grand-père de Babou, les festivités des jeunes sont une insulte à la mer. Les poissons volants ne constituent pas seulement la nourriture de la tribu Tao, mais sa religion aussi. La pêche industrielle excessive a mené à la dégradation écologique de Lanniu. Et cette situation s'est à peine améliorée durant les dernières années. La tribu Yao utilise 13 genres de bois pour construire ses canoës. Ces canoës spécifiquement décorés constituent le moyen de transport pour la pêche des poissons volants.
5 ou 6 poissons sont amplement suffisants pour rassasier une famille entière durant une journée. Ils peuvent alors tout ranger et rentrer à la maison. Ce n'est qu'à la fin de la saison de pêche, chaque année, qu'ils chassent encore plus fortement afin de pouvoir préparer des poissons séchés et ainsi combler le besoin en protéines qui les gagne lorsque la saison des poissons volants se termine. La préparation du poisson séché n'est pas compliquée. Il suffit juste de les enchaîner et de les attacher avec des herbes de pandanus après les avoir fait fumer, puis de les laisser sécher au soleil pendant 3 jours. Et là se révèle un goût délicieux et différent. Avec une nourriture si simple et une vie si authentique, Grand-père, qui est le plus proche de la mer, maîtrise parfaitement les moyens profonds pour coexister avec la nature. C'est à notre tour d'une expédition de pêche. Le soleil interagit avec le poisson tendre et frais, d'une manière propre à lui, brillante et transparente. C'est en quoi consiste la promesse de la tribu Tao, faite aux cieux et à la mer. L'eau, aussi bien que le soleil, est essentielle pour la vie. La pluie est en train de devenir rare en Chine, depuis le sud-est jusqu'au nord-ouest. Touloufan est extrêmement aride. C'est la zone la plus chaude de la Chine. Et pourtant, l'aride et rocheuse région de Gobi n'est pas totalement dépourvue de vie. L'eau obtenue par la fonte des glaciers de Tian Shan réalise en effet le miracle de la vie. C'est le lieu le plus sucré de la Chine. Sous le bas treillis de grappes, Alidan et sa famille pataugent dans la joie d'avoir une bonne récolte. Il y a 7 personnes qui vivent dans la maison. Notre vie dépend du vignoble. Touloufan a rarement des nuages dans son ciel. Une lumière de soleil éclatante et une photosynthèse très active permettent aux raisins d'emmagasiner en eux de grandes quantités de sucre. La nuit, la chaleur se dissipe et la respiration des plantes s'affaiblit, ce qui avantage le sucre qui est alors bien conservé. Le secret des grappes sucrées de la Chine réside dans une différence flagrante de la température entre le jour et la nuit. Ramassés durant le jour et accrochés dans une salle pour sécher durant la nuit, les orifices des fleurs carrées dans les murs empêchent les raisins d'aigrir sous le soleil et facilitent aussi la ventilation de l'air chaud. Chaque année, à partir de mars, nous commençons à travailler dans les vignobles. En novembre, nous pourrons tâter nos grappes. Et cela, même plusieurs fois. Ils sont exactement comme nos enfants. Maintenant, le propriétaire des grappes peut enfin se reposer et patienter pour que la température et le temps fabriquent la bonne saveur. L'enfant dormira bien vite, dors, dors. Un mois plus tard, les raisins mûrs sont encore plus sucrés à Touloufan. Ils contiennent jusqu'à 30% de sucre. Yibibula a besoin de jus de raisin pour préparer un délice très calorifique, le gâteau aux noix de Xinjing. « 4 heures de lente cuisson sous 115 degrés Celsius transforment 90 kg de jus de raisin en 30 kg de sirop. Les noix rôties sont marron dorées et croustillantes. Il faut bien remuer le gâteau aux noix uniformément et bien le couper quand il est encore chaud. Cela s'appelle un gâteau tranché. Ce n'est pas seulement le plus important dessert exotique de la région, mais c'est la source primordiale d'énergie pour les gens du coin. Les gâteaux à la noix Xinjiang étant enfin prêts, les grappes de raisin de Touloufan se préparent à subir une grande transformation.
Avec seulement 20% d'eau et plus de 60% de sucre, les grappes sont vraiment sèches. C'est une nourriture qui transcende tout temps et toute saison. Un pot de riz pilaf fait maison est le meilleur mets pour célébrer une année de travail. On trouve à Xinjiang des bandes de radis jaunes assez spéciales. La graisse de l'agneau aide à la dissolution de la carotène dans le tractus gastrique. Ensuite, les enzymes le transforment en vitamine A, qui seront absorbées par l'organisme humain. Les tomates, quant à elles, donnent au riz une couleur jaune vive et lumineuse. Il faut faire mijoter la soupe à petit feu jusqu'à ce qu'elle s'assèche. Le goût aigre-doux des grappes vient contrer l'épaisseur et la lourdeur de l'agneau. La graisse alors disparaîtra et la saveur du pilaf sera accentuée. Il faut bien garder sa foi et son respect envers la nature et envers l'ordre du temps et des saisons. Et on verra bien comment chaque famille sera largement récompensée et comment chacun de ses plats sera le meilleur en son genre. Revenons un peu en arrière, vers l'histoire de l'été. C'est seulement au milieu de l'été, lorsque la température de l'eau est supérieure à 18 degrés Celsius, que ce délice apparaît sous l'eau. La rivière Yangtze et celle de Qingyi convergent vers le lac Wu. Le chef Xu pétrit la pâte de sorte à lui donner la forme d'un flocon de neige. Il la presse assez fort, il l'enroule finement, puis la coupe avec un canif. Les nouilles sont tendres, fraîches, douces et gluantes. C'est un casse-croûte typique du lac Wu au cours de l'année. Mais il faut que le jour alterne entre une petite chaleur et une grande pour pouvoir apprécier à sa juste valeur la beauté des nouilles tranchées. Dans les eaux chauffées, les crevettes commencent à se reproduire. Les crevettes femelles, d'environ 4 à 6 cm de longueur, portent des milliers d'œufs. Là où le cours de la rivière devient plus lent, la prise contenue dans des paniers de crevettes tubulaires en forme de T, placées la nuit dernière, est nombreuse. Filtrez les œufs de crevettes avec un tamis de bambou. 1 kg de crevettes donne environ 50 g d'œufs de crevettes. Le travail durant l'été en procure environ 8 kg. Versez du gingembre et de jeunes oignons et cuisinez-le dans du vin de riz. Faites-les sécher au soleil durant 1h30 avant de les faire rôtir à petit feu. Finalement, empaquetez-les dans un tissu avec de l'ail à stocker. Les nouilles tranchées sont cuisinées à grand feu dans de l'eau bouillante avec de la sauce de soja. Ensuite, il faudra ajouter au mélange le grand osseux. 100 g de nouilles, 10 g d'œufs de crevettes. C'est une rencontre entre la crevette et la nourriture stockée. Le résultat culinaire est blanc, clair et riche. Les nouilles tranchées et les œufs de crevettes sont le meilleur remède que les gens du coin utilisent contre la chaleur étouffante de l'été au lac Wu. Les nouilles aux crevettes sont prêtes! Les Chinois ont un sentiment unique à l'encontre du temps. Le papillon qui sort de son cocon, les fleurs qui éclosent puis se fanent, les plantes qui prospèrent et puis flétrissent.
tout est une empreinte et une trace du passage du temps. Les saisons changent et les Chinois paraissent de plus en plus infatigables dans leur mission de découvrir les secrets de la bonne nourriture. Les balaous sont les poissons les plus frais des eaux de source chaudes. Le poulet cuit avec des pousses de bambou séchées est le plat le plus nourrissant de l'été. Les gros poissons ne doivent surtout pas être manqués en automne. Les pots bouillants à la vapeur sont favorisés en hiver. Bien que la vie ne s'éloigne de plus en plus de la nature, les gens peuvent néanmoins toujours observer le passage du temps et le changement des saisons de par leur table à manger et par la variété des aliments. Après s'être nourris depuis le printemps jusqu'à l'été, la saison des gros et délicieux poissons du lac Kiandao est enfin arrivée. C'est une joyeuse fête qui se déroule en grande pompe à l'intérieur des filets de pêche tirés par des douzaines de pêcheurs. La pêche à la Seine marque le début d'une importante prise de pêche. Les Chinois croient fermement que tenir les promesses faites aux saisons va leur obtenir de belles récompenses en automne. L'air est rempli d'une senteur sucrée et attirante. Les habitants de Wujiang cueillent des fleurs d'osmanthus afin que celles-ci puissent éclore encore. Mais cette fois, sur leur langue, l'acide citrique des oranges sauvages conserve la senteur florale et la couleur. Que ce soit une confiture d'osmanthus salée ou sucrée, la senteur florale est exclusivement présente en fin d'été ou en début d'automne et peut même rester présente en automne et en hiver. Après la tombée d'une pluie automnale, les ombres dans le ciel rappellent constamment à Yang Fuxin que les délices qui méritent d'être attendues se trouvent par ici. Chaque année, durant le mois d'août du calendrier lunaire, et lorsque les oies sauvages volent vers nous, les champignons des pins peuvent être cueillis au pied des pins et des châtaigniers. Ils ressemblent à de petits parapluies marrons et ont été grandement prisés par les gourmets au fil des siècles. Malgré leur faible renommée aujourd'hui, et lorsque le bon temps arrive chaque année, Yang Fuxin se hâte vers la montagne pour son rendez-vous annuel avec cette richesse comestible. Réchauffez les coquilles de châtaigne. Faites frire du piment séché et ajoutez des tranches de gingembre jeune pour faire ressortir l'extrême fraîcheur des champignons des pins. Tandis que les champignons libèrent leur jus, ajoutez un peu de sauce de soja claire pour aiguiser le goût et un peu de sauce de soja foncé pour assombrir la couleur. Après environ 10 minutes de cuisson à feu doux, la sauce deviendra plus épaisse et les champignons des pins seront prêts. Le champignon de couleur sombre possède une texture à la fois douce et dure. Mais ce plat succulent n'est encore qu'à moitié préparé. L'osmanthus cueilli avant les pluies est conservé jusqu'à la fin des pluies. Il aura un goût des plus exotiques, qu'il soit utilisé pour la farce ou pour l'assaisonnement. Les châtaignes fraîches font un mariage parfait avec le poulet. Un soufflé de tofu, de la viande maigre et du foie de porc. Le foie de porc brisé est un repas des plus appétissants. La nourriture aux couleurs frappantes est préparée en automne pour compenser la perte d'un été intense et pour se défendre contre l'arrivée d'un hiver froid imminent. Cette méthode est appelée se mettre un peu de graisse d'automne et c'est une tradition de la société chinoise agricole. Le partenaire idéal qu'attendent les champignons des pins se trouve à des centaines de kilomètres plus loin, dans le lac Shandong. C'est un canard mature qui pond des œufs depuis au moins 3 ans.
Le canard et les champignons sont cuisinés ensemble. L'union culinaire entre la viande et les légumes ouvre une porte béante sur le monde des saveurs. Ce heurt d'ingrédients tous issus de la même saison rend encore plus profond le goût de l'automne. Les chefs cuisiniers chinois comptent sur la richesse de leur expérience pour trouver toutes les bonnes combinaisons alimentaires possibles au cours des saisons changeantes et de les transmettre jusqu'à nos jours. L'automne est la saison de la récolte du riz. À l'équinoxe d'automne, sont empilés sur le sol noir des grains qui ont besoin d'être séchés au soleil 2 semaines durant. Un sol et un climat uniques produisent une riche concentration de substances sèches. Et ce sont ces substances mêmes qui déterminent la valeur nutritionnelle du riz. Le riz est bien rempli et il est bien dur après son battage. Sa couleur est blanche et brillante. C'est la meilleure qualité de riz présente en Chine. Il a une longue période de maturation de 138 jours. Mais cette attente est largement récompensée. La température est inférieure à 0. « 3000 km plus loin, dans la région post-récolte de Shangbao, les vents secs d'automne soufflent fort. La 3e génération de la famille du vieux chêne commence l'aventure de sa Laisse vie. papa le faire, papa le fera. Après la moisson d'automne, le nouveau-né est âgé d'1 mois. Il est grand temps d'organiser un banquet de célébration pour la famille et les amis. C'est un banquet pour fêter le 1er mois de vie du nouveau-né. Et le meilleur jour pour fêter doit être choisi à partir de l'almanach. Le menu est traditionnel. Il est constitué de 9 plats, dont 5 bols et 4 plats. La quantité de nourriture offerte indique combien l'hôte est sincère et généreux. C'est aussi le temps où les agriculteurs de riz calculent les gains de l'année. Sème au printemps, récolte en été. Et quand l'automne arrive, entrepose chaque grain et permet à ta famille de prospérer. C'est la saison des moissons en Chine. L'hiver au nord-est commence le plus tôt. Il neige déjà assez fort. La terre est sèche et gelée. Li Shugo et sa femme mettent proprement en réserve leur nourriture afin de survivre durant l'hiver. L'hiver n'est pas seulement une période de repos pour la terre et les cultures, mais c'est aussi la saison durant laquelle les gens qui ont été occupés toute l'année rentrent enfin chez eux et se récompensent par des réunions familiales. Des centaines de millions de Chinois commencent à rentrer chez eux avant l'arrivée du Nouvel An chinois. Avec leurs futiles possessions, ils utilisent les moyens de transport disponibles pour voyager des milliers de milles et arriver à l'heure pour le dîner du réveillon du Nouvel An, car le repas est le symbole de toute la réunion familiale. Voilà la marque que la civilisation agricole a laissée sur la Chine moderne. Et voilà la fin de notre histoire sur les saisons. Dans ces temps-ci, chaque personne ne peut qu'expérimenter beaucoup de souffrance et beaucoup de bonheur. Les Chinois dissimulent toujours leur tristesse derrière la joie qu'ils ressentent en préparant des plats nouveaux et en présentant la nourriture sur la table à manger tout au long des cycles des saisons.
Qu'on le veuille ou pas, la vie nous pousse toujours à aller de l'avant. Depuis la migration des individus et jusqu'à l'échange et le transport de la nourriture, depuis l'évolution des techniques de cuisson et jusqu'à l'évolution de la destinée humaine, les pas pressés des humains et de ce qu'ils mangent tracent une infinitude de réunions et de séparations, de joie et de peine.